Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence 24 heures RH organisée par Parlons RH. Aujourd'hui, nous allons traiter donc, de RSE, de QVCT, de plasticité organisationnelle, pourquoi et comment réagir face à ces tendances de fond. Donc, quels sont les impacts de la génération X au sein des entreprises, notamment ce qui concerne la démarche RSE, comment redoubler d'énergie face aux crises successives et prendre soin de la santé mentale des collaborateurs, ou enfin, pourquoi et comment optimiser la plasticité organisationnelle. Donc, pour en parler, je suis ravie d'être ce matin, enfin ce début d'après-midi, désolée, je crois que c'est le temps qui me fait briller. Donc, je suis avec Kenza El Khomri. Donc, merci d'être avec nous pour analyser ces tendances et apporter à ceux qui nous regardent des pistes de réflexion ainsi que des bonnes pratiques pour faire face donc à leur challenge. Et avant d'entrer en fait dans le vif du sujet, Kenza, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle au sein de UKG, nous en dire un petit peu plus sur toi? Ok, merci beaucoup Aurélia et bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'animer ce webinaire et cette conférence avec Aurélia cet après-midi. Donc en effet, je suis directrice en charge de la relation client pour la zone Europe chez UKG. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Concrètement, je gère une équipe qui est en charge d'accompagner nos clients dans le déploiement de nos solutions avec pour objectif premier d'accompagner les professionnels RH dans la transformation digitale de leurs organisations. En ce qui concerne mon parcours, il est plutôt axé RH puisque j'ai moi-même été HRBP dans diverses structures en ayant donc des clients internes, managers et collaborateurs avant de décider de mettre mes compétences au service de clients externes. Donc, j'ai une assez bonne compréhension des problématiques des experts RH en entreprise, mais également des managers et collaborateurs, puisque j'ai toutes ces casquettes-là, de fait. Voilà pour moi, Aurélia. Effectivement, voilà, cette expertise, Kenza, merci de la partager avec nous aujourd'hui. Ça nous sera vraiment très utile tout au long de cette conférence pour décortiquer, voilà, en fait, ces tendances de fond qui bouleversent le milieu du travail, le monde de l'entreprise. Et c'est des tendances de fond qui ont été notamment analysées et décortiquées par le Workforce Institute de UKG. C'est un travail qui est réalisé tous les ans, en fait, par une équipe internationale de chercheurs en sciences sociales, de leaders d'opinion, de spécialistes des ressources humaines et du monde de l'entreprise de chez UKG. Et en fait, ils réfléchissent, ils évaluent les problématiques du moment, ce que ça implique pour les dirigeants et leurs équipes RH notamment, et ils prédisent en fait comment ces sujets vont façonner les organisations et le secteur RH dans les années à venir. Très bien. Donc, après cette introduction rapide, rentrons dans le vif du sujet. Mais avant de démarrer sur les grandes tendances de fond de 2023, je voulais vous rappeler les tendances de 2022 qui ont été révélées par ce même Workforce Institute de UKG. Donc, la première grande tendance, c'était l'influence croissante des cols gris, cette population socio-professionnelle entre les cols bleus et les cols blancs, les électromécaniciens, les professionnels de santé, les enseignants, les officiers de police, les pompiers, ce que l'on appelait à l'époque la première ligne. Tous utilisent des compétences manuelles et techniques au quotidien et figurent parmi les travailleurs dits essentiels. Un chiffre ici, sur les difficultés de recrutement, 88% des entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Et parmi ces 88%, ce sont ces postes vacants, les cols gris, qui sont les plus majoritaires. Et en 2022, nous disions déjà qu'il était urgent de revaloriser ces métiers et que ça passait, entre autres, par des rémunérations plus attractives et une amélioration des conditions de travail. Alors, la deuxième grande tendance, et c'est mieux si je passe les slides, évidemment, c'était la nécessité d'adopter un leadership éthique. Et on voit bien ces derniers mois comment ce sujet a vraiment pris de l'importance. Troisième grande tendance de 2022, un sujet qui me tient à cœur, la nécessité d'adopter une gestion agile de la conformité, et on reviendra tout au long de cette conférence sur ce sujet et qui reste prégnant.
Tout à fait, et c'est vrai qu'effectivement, c'est un sujet qui te tient à cœur, Kenza. Je me rappelle, voilà, que tu as beaucoup, rédigé, d'articles, de tribunes l'année dernière, notamment, sur cette thématique, et on trouvera le temps, au cours de ce webinaire d'ailleurs de vous partager, des ressources, hein, complémentaires, pour vous nourrir, vous permettre, voilà, de partager des points de vue, et de connaître aussi, un peu notre positionnement. Et parce que voilà, c'est un échange, hein, vraiment entre vous et nous aujourd'hui. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, à commenter le webinaire. Et avec Kenza, on sera vraiment ravis de discuter avec vous et de répondre à vos questions, interrogations. Voilà. Surtout, n'hésitez pas. Et ben c'est parti. C'est parti pour pour faire un point, voilà, en tout cas sur les tendances de fond que nous avons vues émerger et qui vont avoir vraiment un impact fort à partir de cette année. D'abord, on voulait parler du fait de redoubler d'énergie face aux crises successives. Par la suite, de vous parler de l'optimisation de la plasticité organisationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Et puis, cet effet, les effets en tout cas provoqués par la génération X au sein de l'organisation et la montée des pratiques ESG. Alors, en ce qui concerne vraiment cette tendance de redoubler d'énergie face aux crises successives, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, les crises, on les connaît, hein. Voilà, la gestion de la pandémie pendant 3 ans, la guerre en Ukraine, la pénurie de carburant, et puis les mouvements sociaux qu'on connaît aujourd'hui, notamment voilà, face à la réforme des retraites. Donc tout ceci n'est vraiment pas nouveau. On a déjà connu ces thématiques-là aussi par le passé. Cependant, ce qu'on a constaté, c'est que et vous l'avez tous remarqué, mais ces crises, elles se succèdent, elles s'enchaînent et elles laissent peu de répit en fait aux individus. Et forcément, ça a un impact sur les organisations, mais bien évidemment sur les collaborateurs eux-mêmes. Et donc, ça crée, on va dire, un peu de stress. Oui, tout à fait d'accord. Ça génère de l'inquiétude, du stress, de l'anxiété. Et puis, il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ces crises externes. Il y a aussi les crises que l'on doit gérer dans la vie personnelle également. J'ai un exemple en tête, hein. On a beaucoup parlé des difficultés des familles monoparentales et comment les entreprises pouvaient les aider pendant cette pandémie. Mais un autre phénomène qu'on voit de plus en plus avec le vieillissement de la population, c'est que beaucoup d'employés se retrouvent à devoir aider un proche, faute de structure adéquate ou manque de personnel aidant. Et on revient aux tendances de 2022 sur les fonctions qui sont en première ligne. Donc, pendant la pandémie, beaucoup d'entreprises ont pris très au sérieux et à raison la question de la qualité de vie et des conditions de travail. Le sujet de la santé mentale des collaborateurs et de tout le monde d'ailleurs a cessé d'être un tabou, autant pour les collaborateurs que pour les entreprises. Et on a vu d'ailleurs beaucoup d'entreprises, de start-up investir le domaine et à juste titre. D'ailleurs, je conseille de regarder la proposition de valeur de la société TEAL, qui est alors T-E-A-L-E, qui est la première plateforme, une des toutes premières plateformes de santé mentale pour les collaborateurs et qui allie accompagnement digital du salarié et accompagnement des organisations et des ressources humaines pour les aider à développer une culture saine en menant une politique de santé mentale d'amélioration. Voilà. Bref, tout ça, il en découle des attentes de plus en plus fortes sur le bien-être des entreprises. Quelques chiffres pour illustrer ici notre propos. Ici, on voit les résultats d'une étude qui a été réalisée, excuse-moi Aurélia, de t'avoir interrompu, qui a été réalisée par UKG récemment auprès de plus de 2000 collaborateurs dans le monde. Qu'est-ce qu'on apprend de ces chiffres ? Qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'environ 9 collaborateurs sur 10 en France déclarent que la pandémie les a aidés à réaliser qu'il y avait des choses plus importantes dans la vie que le travail.
pour 80, alors ça c'est un chiffre très très intéressant, pour 80% des collaborateurs interrogés, une bonne santé mentale est préférable à un poste à plus haut revenu. Et les 2 tiers des sondés ici seraient prêts à accepter une baisse de salaire pour un emploi qui préserve leur bien-être. Donc voilà, il y a une prise de conscience significative par rapport au bien-être et à ce que l'on peut appeler la charge mentale qu'il faut prendre en compte. Également, 69% des salariés déclarent avoir des attentes accrues quant à la manière dont leur entreprise les soutient. Et 63% repensent les qualités qu'ils recherchent chez un employeur. Et pendant qu'on est dans les chiffres, effectivement, c'est vrai que ces données-là, elles sont confortées, enfin, en tout cas, cette tendance, elle est confortée. On le voit bien, par exemple, sur l'étude de Deloitte, où 68% des employés déclarent que l'amélioration de leur bien-être est désormais plus importante que l'avancement de leur carrière. Voilà, il y a un tabou qui est tombé, je pense, au sein des organisations. Il y a un tabou qui est tombé, une prise de conscience de la part des collaborateurs et pourtant, la grande majorité d'entre eux se heurtent à des obstacles importants lorsqu'il s'agit d'atteindre leur bien-être de manière générale. Et ceux-ci sont largement liés à leur emploi. Les 2 principaux facteurs qu'on voit et qui empêchent les gens d'améliorer leur bien-être sont une charge de travail importante ou un emploi stressant pour 1 tiers d'entre eux et le manque de temps en raison des journées à rallonge, 27% pour 27% d'entre eux. Les chiffres nous le disent ici, les sujets de QVT et de santé mentale ont percé avec la crise sanitaire. Ils sont devenus prépondérants aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises se sont saisies du sujet, mais il y a encore beaucoup à faire. L'impact des fameux cours de yoga gratuits ou du baby-foot dans la salle de pause est minime si les employeurs ne parviennent pas à trouver la bonne formule pour proposer aux collaborateurs le bon équilibre entre vie perso et vie pro. Et encore une fois, on voit que les collaborateurs sont prêts à se dessaisir de certaines responsabilités ou d'avoir une rémunération plus faible pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc, les entreprises doivent avoir ça en tête. Pendant le Covid, on a vu aussi se développer beaucoup les outils collaboratifs. Outiller, c'est une des solutions que l'on peut proposer. Et ce qu'on peut déjà tirer comme leçon, c'est que le recours aux outils collaboratifs est essentiel pour maintenir le lien, la cohésion entre les équipes. Il est important de permettre aux collaborateurs, qu'ils soient professionnels RH, managers ou collaborateurs, de se consacrer à leur mission à valeur ajoutée. On pense qu'il faut maîtriser les variabilités des processus et tous ces irritants qui freinent les collaborateurs au quotidien. Et c'est aussi comme ça qu'on améliore les conditions de travail de tous et qu'une entreprise peut rester attractive. On a un exemple ici, quand on parle d'outils, il n'y a pas que les outils collaboratifs, il y a également les outils de mesure. Il est très important de savoir questionner au bon moment ses collaborateurs, de mesurer leur motivation et leur engagement, mais de savoir et d'être conscient aussi de ce qu'ils souhaitent, parce que chacun va avoir une définition propre de ce que c'est que son équilibre entre sa vie privée et sa vie pro. On a un exemple ici d'un de nos clients de Richepour Multiservices. Lors d'une enquête de satisfaction au QVT menée en interne, qui a obtenu un taux de satisfaction de 92% suite à la mise en place de plans d'action bien ciblés. Et d'ailleurs, on avait fait un webinar avec eux. Je vais vous partager le lien vers le replay si vous souhaitez le consulter plus tard. Mais en fait, voilà, c'était quelles étaient les réponses RH dans un contexte de guerre des talents, notamment. Donc, ça reste très intéressant aussi, en termes de retour d'expérience.
Voilà, donc ça, c'était les premiers points sur lesquels on voulait échanger avec vous. Après, on entend aussi souvent que la mise en place du modèle hybride peut être une réponse aux problématiques d'équilibre vie pro et vie perso. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les collaborateurs qui ne peuvent pas télétravailler ou peu télétravailler? Eh bien, il y a aussi la possibilité de soulager leur charge mentale en leur donnant plus de flexibilité et d'autonomie. Par exemple, si les collaborateurs sont en capacité, par exemple, d'échanger leur shift, leur créneau horaire directement avec leurs collègues, sans avoir à passer par le manager, c'est une source d'autonomie et de flexibilité. Si on peut les rassurer sur le fait que toutes leurs heures sont enregistrées dans une badgeuse et sont bien prises en compte par le SIRH, ça les soulage quand même de savoir que leurs heures sup, par exemple, sont bien comptabilisées et qu'ils seront rémunérés à la hauteur de leur investissement, et c'est une charge en moins pour eux. Et en termes de flexibilité, parce que du coup, je rebondis aussi, il y a l'avance sur salaire dont on entend de plus en plus parler, notamment au travers de startups comme Rosalie, par exemple. C'est vrai que c'est un vrai plus aussi pour les collaborateurs et une façon aussi d'être rassurés dans leur quotidien. Et c'est très bien qu'on ait parlé de flexibilité là. Ça peut vraiment nous permettre de faire une transition toute trouvée avec la partie suivante sur laquelle donc, on va parler d'optimisation de la plasticité organisationnelle. D'abord, en fait, voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour nous qu'est-ce qu'on entend par cette plasticité c'est pas voilà, une nouvelle expression à la mode qui tient à remplacer, par exemple, le terme de résilience, etc. On sait que voilà, il y a déjà beaucoup de termes dans notre écosystème, mais l'idée, c'est plutôt de rappeler par là que les organisations, si vous voulez, elles ont besoin d'être plus adaptables. Ça, elles le savent, hein, pour résister aux turbulences auxquelles elles sont confrontées. Hein. On en a évoqué déjà en première partie, mais que ce soit les turbulences économiques, les évolutions des attentes des collaborateurs, les impacts aussi mondiaux, je veux dire de la pandémie jusqu'au changement climatique. Et donc, les entreprises ont tout intérêt vraiment à s'inspirer de cette plasticité, on va dire, cérébrale, qui est une compétence du cerveau qui permet de créer des nouveaux chemins, de se réorganiser, vraiment de s'adapter, et même après avoir subi des crises ou des traumas. Et pourquoi c'est important parce que c'est une question de survie, hein, en quelque sorte. Il y a plusieurs études successives, mais l'une d'elles rappelait que la durée de vie moyenne des sociétés du S&P 500 était de 61 ans en 1958. Et les projections pour 2026, c'est que voilà, la durée de vie moyenne des sociétés devrait être de 14 ans et quelques. Donc, ce sont des statistiques qui sont vraiment la preuve qu'à long terme, les organisations doivent s'adapter finalement en permanence. Sinon, voilà, on le sait bien aussi, elles sont vouées à disparaître. Et les organisations les plus performantes sont celles qui non seulement survivent voilà, aux défis inattendus, qui arrivent à surmonter ça, et puis qui aussi dans le même temps vont réussir à prospérer, ou dans un deuxième temps en tout cas arriver à prospérer, et qui vont devenir plus fortes. Donc les périodes difficiles peuvent être des opportunités en fait pour les organisations effectivement de s'adapter, de prendre des risques et d'avoir en fait voilà, cette certaine plasticité organisationnelle qui vont leur permettre voilà, de ne pas retomber dans les schémas des comportements, on va dire, pré-pandémiques, voilà, mais qui vont vraiment leur permettre d'avancer. Et donc, voilà, on voulait vous montrer quelques chiffres qui nous semblent intéressants, parce qu'au final, la plasticité, c'est aussi un lien avec l'agilité, bien évidemment. Et quasiment une entreprise sur deux dit évoluer en fait, dans un environnement agile. Il y a eu une accélération, notamment avec la crise sanitaire, où on va dire que quasiment 10% des organisations ont connu ce qu'on va appeler une agilisation.
Mais on se rend compte aussi que seulement 18% des entreprises ont outillé cette agilité. Pourtant, il y a plein de bénéfices à l'agilité et souvent, enfin, je veux dire, vous les connaissez également, la mise en place des méthodes agiles, souvent, ça permet plus de réactivité, plus de flexibilité, une meilleure productivité. Ça permet vraiment de bâtir un environnement qui favorise la créativité. Ça permet aussi d'anticiper, par exemple, les changements de volume de travail, les cycles d'activité qui traversent une organisation, puisqu'en fait, avec des systèmes capables de suivre les tendances ou de prévoir les besoins opérationnels, et bien, voilà, vous êtes en capacité de recruter en fait les talents, on va dire, de manière plus proactive, d'éviter aussi les surcharges de travail en fait des équipes et donc de favoriser la flexibilité et l'adaptabilité. Et puis un point qui me semble aussi intéressant, c'est que à travers l'agilité, on va aussi mieux défendre des sujets comme l'inclusion. Et je me rappelle d'un article qui avait été rédigé et publié par des experts en chaire d'inclusion et de diversité, qui rappelait qu'en fait, l'entreprise postmoderne sera agile et inclusive ou elle ne sera pas, et l'un ne saurait aller sans l'autre. Et dans cette même logique, adopter des méthodes agiles incite à s'outiller, et puis s'outiller incite aussi à plus d'agilité. L'un ne saurait aller sans l'autre également. En fait, c'est vraiment des concepts qui se nourrissent l'un l'autre. Très intéressant, et je vais revenir ici, sur ces 2 notions, Aurélia. Je vais rapidement reprendre, tes points. Ici, par exemple, on illustre avec une copie d'écran de nos solutions ce que peut être la plasticité, organisationnelle. C'est aussi, donner les bons outils aux managers, pour être agiles dans l'organisation, de ses équipes. Un outil ici, c'est un outil de planification, qui permet, en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel d'un magasin, par exemple, dans le secteur du retail, de détecter, les pics d'activité, de vérifier si les ressources, en face sont suffisantes, et d'adapter en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel, du magasin. Je vais également reprendre ton point sur l'entreprise postmoderne sera agile et inclusive ou elle ne le sera pas, et l'un ne saurait aller sans l'autre. Ça, je vais le garder en tête. Sur la partie inclusion et diversité, c'est aussi un conseil que l'on donne, c'est de mesurer les actions que vous entreprenez pour mettre en place une culture inclusive, en comparant votre organisation à des indicateurs de diversité et d'inclusion éprouvés et basés sur les normes du secteur et de votre secteur d'activité. Et se faire aider, se faire accompagner, obtenir des conseils sur ce que vous faites bien et ce que vous pouvez améliorer aura l'impact le plus significatif sur vos collaborateurs et vos équipes. Ici, je vous propose l'exemple d'une start-up qui s'appelle Mixity, qui propose un formidable outil de mesure. C'est une solution qui permet de mesurer votre empreinte inclusion et diversité et vous accompagne dans la définition des plans d'action. Donc, on reste sur cette notion d'inclusion et de diversité, puisque ça fait une bonne transition sur la dernière tendance de fond, Aurélia. Oui, effectivement, parce qu'on parle de l'impact de la génération X et les pratiques ESG. Je vois juste très rapidement qu'il y a quelques questions en fait Ah, dans le chat. merci de les surveiller. Moi, je Non, t'inquiète. Donc, Pascal, pour de Richebourg, quel était le taux mesuré avant les 92% au niveau des outils mis en place de questionnaires? Typiquement, j'ai pas le chiffre exact, donc je ne veux pas vous induire en erreur sur leur progression en fait chez de Richebourg Multiservice. Mais en revanche, justement, dans le webinar et le lien que j'ai partagé dans la boîte de discussion, vous aurez en fait tous les retours justement sur les outils qu'ils ont utilisés, les questionnaires, comment est-ce qu'ils ont mis en place en fait voilà, l'expérience collaborateur, comment ils l'ont développé et les services qu'ils offrent aussi à leurs collaborateurs. Alors, je vois aussi que Christelle nous demande comment avoir une approche de temps long
à laquelle aspirent les collaborateurs est préconisée par tous les penseurs du travail et ses discours sur la flexibilité. Alors, qu'entendez-vous, Christelle? Peut-être j'ai besoin d'une petite précision sur cette approche de temps long. Si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur votre question, pour votre question. Et puis Jessica, peut-être Pauline. Alors, de quelle start-up parliez-vous en tout début de webinaire? Il s'agit de TEAL, oui, exactement, T-E-A-L-E. Merci Cyrielle aussi d'avoir partagé les éléments. Je vois que Christelle est en train de bien noter. En attendant que la question s'affiche, on va enchaîner, mais Christelle, on ne vous oublie pas et bien sûr qu'on va trouver le temps de répondre à votre question. Donc alors, pour ce qui était donc de cette tendance sur l'impact de la génération X et des pratiques ESG, donc déjà l'idée c'était de rappeler un peu quand même ce que c'est que la génération X, parce que X, Y, Z et tout ça, parfois on s'y perd un peu. On s'y perd. Voilà. C'est clair. Donc, en fait, voilà, ce sont les personnes qui seraient donc entre 1965 et 1979. Donc, c'est la génération qui succède aux baby boomers. Autrefois, en fait, on les appelait les baby bust parce que justement, c'était en référence au faible taux de natalité qui avait suivi le baby boom. Et justement, en parlant de baby boomers, on sait qu'à peu près environ 620 000 baby boomers partent à la retraite chaque année. Et donc, la génération X, de fait, on la voit et on la verra encore plus, qui prend les commandes vraiment des organisations en intégrant la direction des entreprises, les conseils d'administration. Et ces membres de la génération X, ils ont même donc dépassé les baby boomers au sein en fait de la C-suite, enfin on va dire C-level, direction, enfin voilà des organisations. Ils occupent 51% des postes de direction dans le monde. Et donc, ils apportent aussi avec eux tout un tas de valeurs, de visions en fait du monde de l'entreprise, et ça génère en fait de nouvelles priorités et initiatives aussi au sein des organisations. Et on sait aussi qu'ils représentent quasiment 3/4 en fait des PDG des sociétés Fortune 500 depuis en 2018. Donc ils commencent vraiment à être vus, visibles, et leur travail et ce qu'ils veulent faire pour les organisations, ça se voit quand même. Mais une des questions qui nous a paru, enfin un des éléments qui nous a paru assez intéressant, c'était que seulement 14% des directeurs disposent d'un plan de succession détaillé auprès de leur conseil d'administration. Donc, ça reste un chiffre assez faible, finalement. Et on en revient toujours à l'agilité et à la plasticité organisationnelle de nouveau. Il faut s'assurer qu'il y a vraiment un plan de succession. Ceci demeure une problématique vitale qui peut avoir un gros impact pour la continuité de l'entreprise et pour préparer l'avenir. Ici, je vous ai mis un exemple de solution qui permet d'assurer et de définir des plans de succession. Donc voilà, encore une fois, l'outillage est important. Ensuite, il faut également prendre en considération les effets des changements générationnels. Alors, la copie d'écran, elle est là. Voilà. C'est difficile de faire les deux à la fois. La plasticité organisationnelle. Bref, reprenons le sujet. Donc, les changements générationnels, ils vont arriver et il faut que les entreprises et les institutions s'y préparent. L'effet Gen X est l'idée que davantage d'organisations donneront la priorité aux investissements ESG et diversité et inclusion et appartenance, parce que les dirigeants et les membres de conseils d'administration de la génération X sont plus sensibilisés statistiquement à mener ce type de projet. Que ce soit parce que le contexte était plus favorable à avancer sur ces questions que lors de la période précédente, ou parce que la génération X porte ces valeurs, ou même les deux.
En tout cas, cette génération X marque et marquera son empreinte dans le monde du travail et de l'entreprise. Cette génération de dirigeants dirige et dirigera en fonction de ses priorités et de sa vision, de ce qui est non seulement le mieux pour son personnel, mais aussi le mieux pour l'organisation. Mais voilà, c'est une tendance de fond. Mais encore une fois, il va falloir gérer les changements et les adaptations autour de toutes ces générations, qu'elles soient X, Y ou Z. Voilà. Et tout ça, bah, c'est des mouvements qu'il faut soutenir en tant qu'expert RH. J'ai en tête une super idée de Bénédicte Tilloy, qui est ex-DRH à la SNCF, qui a fondé sa propre entreprise et qui était l'invitée de notre box à questions de UKG. Elle parlait des shadow comex. Alors, le principe, et c'est ce qu'on le voit le plus souvent, c'est que les jeunes sont en shadow des plus anciens. Et elle aurait adoré voir l'inverse. C'est les seniors qui shadow et les jeunes en train de diriger pour faire le bon mix des visions des deux types de générations. Et c'est vrai Voilà. que ce que tu dis aussi, ça me fait penser à l'étude sur le leadership de l'Institut Choiseul. Et il y avait une notion d'influenceur exemplaire. Et je pense que voilà, ça montre bien en fait que les sujets RSE, ESG, voilà, prennent vraiment une ampleur particulière, et que c'est aussi lié à cette génération X. Donc, on remarque bien voilà, l'augmentation voilà, de ces, d'ailleurs des statuts d'entreprise à mission, par exemple. Ouais. Donc, et avant de tout passer à la suite, du coup, je reviens sur la question de Christelle, donc, qui a précisé effectivement donc, l'idée que la stratégie de l'entreprise et l'expérience collaborateur soient inscrites sur du temps long, au-delà des réponses court-termistes qui sont très perturbantes pour le bien-être des salariés. Donc toujours dans cette notion par rapport à la flexibilité. Moi, ça me fait penser justement que la flexibilité, qu'on soit collaborateur ou que du point de vue de l'organisation, parfois on ne dit pas la même chose. Je pense que effectivement, d'un côté, l'entreprise, c'est avoir peut-être la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et puis, le collaborateur, c'est plus effectivement mon équilibre vie pro, vie perso. Et le côté, comment dirais-je, c'est le côté, ouais, voilà, vie pro, vie perso, le fait de pouvoir se dégager du temps parce qu'on a un impératif, parce qu'à un moment donné, c'est mieux de travailler le soir que le matin, ou parce qu'on a besoin d'avoir son après-midi pour s'occuper d'un proche ou pour aller à un rendez-vous. Enfin, voilà. Donc déjà, je pense que pour la flexibilité, il y a besoin de revoir en tout cas ces deux visions, ou en tout cas de les faire coïncider. Et je pense que ces deux approches peuvent coexister en fait, hein, finalement au sein de l'organisation. Il y a pas vraiment de... Et on ne devrait pas avoir à choisir. En fait. On peut allier expérience collaborateur et efficacité opérationnelle de l'organisation. Complètement. Et au final, on arrive à gérer cette notion sur le temps long, tout en ayant aussi cette vision, on va dire, court-termiste, c'est-à-dire de répondre à des besoins qui sont immédiats, et puis de permettre de favoriser les performances, que ce soit de toute façon d'un point de vue des collaborateurs, comme du point de vue de l'organisation, finalement. Je reste consciente du temps, Aurélia. Et nous devons avancer. Oui, tout à fait. Effectivement, sur les efforts ESG à mettre en place, l'idée, c'est voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Évidemment, voilà, pour nous, il est essentiel de recourir aux technologies, aux nouvelles technologies, d'appuyer les politiques de diversité et d'inclusion. Ça va vraiment dans ce sens-là. Et puis tous les éléments aussi autour du bilan carbone, parce que oui, clairement, les talents aujourd'hui, les dirigeants aujourd'hui sont intéressés aussi par ces sujets-là, et
ce vers quoi on tend. Donc, recourir à des technologies telles que des outils d'analyse dans le recrutement, les entretiens individuels, le niveau des données, il devient aussi plus facile de corriger les pratiques quand on arrive à les mesurer. Et puis, la probabilité de faire des choix. Et puis, voilà, on a plus de possibilités de faire des choix diversifiés, inclusifs. Donc, aussi bien à tous les niveaux de l'organigramme. Et ça a vraiment des bénéfices. Anthony Babkin, qui est l'un des fondateurs de Diversity Days, rappelait que les entreprises à composition fortement diversifiée sont 45% plus susceptibles d'afficher une croissance de leur part de marché par rapport à leur année N-1, on va dire, et 70% plus susceptibles de conquérir un nouveau marché. Donc, on ne peut vraiment pas passer à côté de ces sujets-là. D'accord. Les entreprises doivent y aller et investir dans ces sujets, Mmh. soit naturellement, soit souvent contraints par l'État. Et on va y revenir tout à l'heure. Au-delà de ça, le conseil de l'UKG, c'est aussi de prendre en compte les causes dans lesquelles sont engagés, investis vos collaborateurs. On parlait de génération X, Y, Z. Les plus jeunes aujourd'hui ont l'engagement social et sociétal chevillé au corps. Donc, en permettant à vos collaborateurs de faire preuve de leadership dans le cadre d'efforts de RSE, on estime que vous augmenterez l'engagement et bénéficierez beaucoup plus de votre marque employeur. C'est certaines notions d'intra-entrepreneuriat, de volontariat d'entreprise. J'ai également relevé une idée intéressante au sein d'une start-up qui s'appelle Team Starter. Et c'est une solution qui permet aux entreprises de rendre les collaborateurs acteurs de projets et qui développe la culture de la prise d'initiative. Donc, les collaborateurs sont coachés par des coachs à pitcher leur projet en interne et le dirigeant va décider d'investir ou pas des points dans ce projet et le faire aboutir. Donc, je trouve ça très, très intéressant comme idée. Donc, rendre les collaborateurs acteurs de ce type de sujet. Tout à l'heure, je disais, il faut y aller, soit de manière naturelle et parce qu'on en a envie, soit parce qu'on est contraint par la législation. Là, c'est une citation du ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécoms, qui a déclaré récemment qu'il est essentiel que les entreprises de la tech puissent devenir exemplaires sur les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. C'est pourquoi, je paraphrase, dans la prochaine promotion du Next 40 ST120 seront intégrées la réalisation d'un bilan carbone, de l'index égalité professionnelle et la remontée des dispositifs mis en place pour favoriser la diversité. Clairement, en fait, on arrive sur la mise en place d'un cadre législatif, et c'est vrai que d'anticiper, c'est toujours mieux. On le voit aussi Que d'être imposé. complètement. Par exemple, c'est vrai qu'avec la loi Copé-Zimmermann il y a 10 ans, on a vu que ça avait eu un impact sur en tout cas la présence des femmes dans les conseils d'administration. Et puis, l'État, le gouvernement appelait à un ruissellement. Et finalement, ce ruissellement n'arrivant pas, on voit qu'il y a la loi Rixin qui vient ajouter en fait un élément complémentaire pour tout ça, en tout cas pour faire progresser la parité, notamment dans les instances dirigeantes. Donc, effectivement, anticiper sur le cadre légal, c'est pas mal, et on voit vraiment que ça arrive finalement. Donc, et pour conclure, on peut retenir également la citation de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse, Sarah El Haïry, qui a accordé un entretien à la grande interview de UKG
et qui dit, dans un message qu'elle adresse directement aux directions RH, n'ayez pas peur, osez le recrutement avec des CV citoyens. Il n'y a pas de prise de risque à faire confiance en permettant aux jeunes d'être des intrapreneurs. Osez la flexibilité dans l'organisation du temps de travail, accompagnez les engagements de vos salariés et les collaborateurs sont vos richesses. Voilà. Non, mais effectivement, enfin, c'est vraiment le message finalement que je pense qu'il faudrait retenir, c'est que les collaborateurs sont la plus grande richesse au sein d'une organisation. Moi, j'en profite pour vous partager dans la boîte de chat le rapport complet en fait de l'étude du Workforce Institute de UKG, et je vais également vous retrouver un document sur lequel on avait travaillé justement tout autour de la flexibilité, parce que je pense que c'est un sujet qui est central au sein des organisations en ce moment. Donc voilà, le temps que je vous retrouve, mais si vous avez aussi des questions en complément, enfin voilà, que vous vouliez nous poser par rapport à cette conférence, par rapport aux chiffres, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition avec Kenza. Et il nous reste 5 minutes, allez, 4 minutes pour les traiter si besoin. Aurélia, vois-tu des questions? Non, là pour le moment, pas davantage. Mais écoutez, c'est très... Merci Louisa sur le fait que c'est très intéressant. À Haïfa aussi, pensez-vous que cela soit transposable dans le secteur public? Oui. Oui, totalement. Simplement parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de challenges aussi à relever au sein de la fonction publique, mais les envies des agents autour de davantage de flexibilité, c'est le cas aussi. Par rapport aux questions de RSE, je pense que oui, c'est vraiment un secteur qui est, en tout cas, une industrie qui est vraiment concernés. Il y a le nombre de syndicats intercommunaux qui sont dédiés justement aux questions écologiques. Donc voilà. Et puis sur la diversité et l'inclusion, le service public a toujours un temps d'avance. Donc voilà. Donc je pense que voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de questions. Tout à fait d'accord avec cette notion de temps long chez Demain Works. Alors, effectivement, ça, c'est en écho avec ce que disait Christelle un peu plus tôt. Et puis, effectivement, Christelle, ravie d'avoir parlé effectivement de la génération X qui est un peu oubliée, effectivement, Oui. dans la littérature sociale et du moment. Et donc, ravie, nous aussi, on a été, ça nous a fait vraiment plaisir de justement mettre en avant l'impact de cette génération dans le monde du travail aujourd'hui. Pascal, merci pour les liens des études. Je vous en prie, n'hésitez pas à télécharger. Et puis, pour les prochains événements également aussi de UKG, nous serons le 4 avril à la cérémonie Best Workplace 2023 organisée par Great Place to Work, et le 25 avril nous revenons voir Parlons RH pour un webinar qui aura lieu à 11h, et on vous parlera de conformité RH avec l'une de nos expertes en interne qui s'appelle Noémie Weinbaum. Donc ne ratez pas ce grand rendez-vous, on vous y attend. Eh bien, merci. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Merci Aurélia et bonne continuation sur les 24 heures RH. Oui, merci à tous. Bonne continuation. À bientôt.